La météo avec C3A Productions. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Cette nuit, le temps reste inchangé, la fraîcheur sera au rendez-vous comme hier et surtout on aura des risques de pluie dans certaines villes. Ne vous éloignez pas de vos couvertures, hydratez-vous régulièrement et ayez même un baume à lèvres pour les lèvres sèches. Côté température, on a 16 degrés dans la région de l'ouest et la température minimale 17 au nord-ouest, des valeurs communes pour le centre et l'est où ça oscillera de 19 à 21 degrés. Dans les profondeurs, nous avons la région de l'Adamawa qui sera fortement arrosée à Tignière, Bagno, Tibati. Demain matin, les pluies seront moins intenses. Comme vous pouvez le constater, on aura des températures très basses. Par la suite, dans la région du centre, les pluies sont en voie de disparition. Seul Ezeka sera légèrement arrosé cette nuit. Demain matin, ça sera autour de Monatélé et pour le reste, le temps est très calme. Pour terminer, nous avons la région du sud où 2 villes seulement sont légèrement arrosées. Demain matin, on aura un temps très calme avec des températures cependant très basses. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, tenez-vous à 1 mètre des autres. Évitez de vous serrer la main et en cas de symptômes, contactez le 1510. Bonne soirée. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Sciences, physique, chimie, des épreuves à reprendre au baccalauréat C, D et TI dès ce lundi sur l'étendue du territoire national. L'Office du baccalauréat du Cameroun s'attelle au bon déroulement de ce remake pour le bien des candidats et du système éducatif tout entier. Au sein de la problématique de l'allaitement maternel, ce 1er août marque le début de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le 20h30 alimente le débat et penche pour un sevrage d'avec les préjugés. Intégration sous-régionale, la réforme prend corps. La commission est adoptée. Le Cameroun honoré. Le 17e sommet de la Commission économique des États de l'Afrique centrale s'est achevé sur un bilan riche et fructueux. Voilà pour les titres du journal. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Lundi 3 août prochain, plus de 50 000 candidats au baccalauréat général des séries C, D et TI vont repasser certaines épreuves qui ont été émaillées de soupçons de fuite. Le but de cette reprogrammation décidée par les autorités en charge des enseignements secondaires est de permettre au baccalauréat 2020 de garder toute sa crédibilité. À l'Office du bac, on est déjà prêt pour cette reprise spéciale. Voici le reportage de Franck Evina. Concernés par cette reprogrammation, 54 148 candidats au baccalauréat général. 4 épreuves à reprendre en 2 jours, la physique-chimie et la SVT pour la série D, la chimie pour la série C et la physique pour la série TI. Les épreuves sont déjà disponibles et sont convoyées déjà dans les délégations régionales. Les chargés des missions sont en train de reprendre la route. L'Office du bac rassure par ailleurs quant à la pertinence et la consistance scientifique des nouvelles épreuves qui seront soumises aux candidats. Nous avons une banque des épreuves dont il ne s'agit aucunement de reconcevoir d'autres épreuves. Après les soupçons de fuite à l'origine de cette reprogrammation, vigilance renforcée autour du circuit des épreuves. C'est un appel lancé à tous les intervenants, les candidats, les parents, les enseignants essentiellement, pour que tout le monde nous convergions vers la même direction, c'est-à-dire la protection du patrimoine académique et intellectuel de notre pays. Des milliers de candidats sont ainsi appelés à repartir à l'assaut du bac général en toute honnêteté intellectuelle. L'intégration sous-régionale en zone CEAC vient d'enregistrer un grand bond en avant. La réforme institutionnelle a pris corps, de nombreuses recommandations faites, des résolutions prises. Le Premier ministre, chef du gouvernement, représente le chef de l'État Paul Biya à ses assises. Joseph Dion Gouté dresse le bilan des travaux dans cet extrait sélectionné par Laurentine Bekono. Ce qui a commencé en 2015, c'est-à-dire la réforme de la CEAC,
prend déjà corps avec la mise en place de la nouvelle commission, dont un président, un vice-président et 5 commissaires, parmi lesquels il y a une Camerounaise qui s'occupe désormais de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure. C'est un sommet qui a été très profond. Je crois donc que désormais, tous les jalons sont posés pour que l'intégration soit poussée davantage. Et comme vous le savez, il y a une nouvelle rotation de présidence. Et le prochain président sera le Congo. La rotation se fera par ordre alphabétique. Restons en économie pour parler de la signature de 2 conventions entre l'Agence de promotion des investissements et 2 sociétés agro-industrielles qui entendent investir plus de 2 milliards de francs CFA au Cameroun et créer 900 emplois. Les documents ont été paraphés par le directeur général de l'API et des responsables de cette entreprise. Voici le reportage de Richard Atangano de CRTV Centre. Le Cameroun reste une destination attractive pour les investisseurs locaux et internationaux. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont mis sur pied des outils d'accompagnement à l'instar de l'Agence de promotion des investissements. La signature de cette convention en est une parfaite illustration. C'est pour accorder les incitations douanières et fiscales à ces 2 sociétés et permettre ainsi à celles-ci de pouvoir se mouvoir en toute sérénité. Ces nouvelles industries pastorales installées à Douala et en Ngaoundéré entendent investir près de 23 milliards au Cameroun et créer 900 emplois. L'objectif ici, c'est d'avoir des produits avec des coûts réduits pour que nos consommateurs aient des produits compétitifs sur le marché. Depuis 2014, l'API a signé 228 conventions pour un volume global des investissements prévisionnels de 4 023 milliards de francs CFA avec près de 75 000 emplois. Vous l'aurez certainement corrigé, ces investisseurs entendent investir 23 milliards de francs CFA. Projet routier, les travaux du tronçon Maroua-Bogo dans la région de l'extrême nord évalués à 85%, une exécution jugée satisfaisante par le gouverneur de la région de l'extrême nord. La fin des travaux est projetée pour fin décembre en dépit de la crise sanitaire. Les détails avec Abdoulaziz Amadou. Sur le tronçon Maroua-Bogo, long de 39 km, les activités battent son plein. À ce jour, le taux de réalisation des travaux est de 85%. La révision du chantier est prévue pour fin décembre 2020, puisqu'il y a des travaux qui peuvent être réalisés pendant les pluies, comme les travaux d'assainissement, dans la construction des bordures, les pérés maçonnés. Même détermination observée sur la route Maroua-Moura. Ici, le bitume est déjà posé sur la moitié de cet axe de 61 km en dépit des difficultés que connaît l'entreprise. Le retard se justifie par l'avènement de Covid-19 qui a impacté sur les importations du matériel. Mais dans l'ensemble, les travaux sont également faits dans les règles de l'art. Outre la visite des chantiers routiers, le gouverneur de la région de l'extrême nord est allé également apprécier les travaux de construction des œuvres sociales, notamment les salles de classe et forages. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique appelle à une mobilisation sans faille pour une lutte sans merci contre l'insécurité et la pandémie de Covid-19. Appel lancé au cours de la réunion de sécurité qu'il a présidée à Bamenda. D'autres précisions avec Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. La suspension des salaires de plus de 100 fonctionnaires absentéistes de la région du Nord-Ouest est annoncée d'entrée de jeu par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Selon le patron de la région, ils ne doivent pas prendre prétexte sur la crise pour ne pas occuper leur poste. Cette réunion élargie a donc pour but de garantir une sécurité à tous les travailleurs de la région afin que la relance des activités soit effective dans les mois prochains, avec notamment le retour à l'école sans anicroche et la reprise des activités économiques. Dans les travaux à huis clos, le délégué régional des domaines du cadastre et des affaires foncières est intervenu notamment sur la gestion des terres de l'État, juste avant le délégué régional de la santé publique qui a présenté la situation de la pandémie du coronavirus dans la région du Nord-Ouest. Pour le maire de la ville de Bamenda, Paul Atobon Tambeng, la conquête de la paix dans le Nord-Ouest ne peut passer que par le changement des mentalités des fils et filles de la région.
Un dangereux gang de présumés malfrats vient d'être mis hors d'état de nuire à Kribi dans la région du Sud. C'est le résultat de l'opération Coup de poing menée par les éléments du commissariat central de la dite ville. Ces bandits ont, à travers des braquages et autres cambriolages à main armée, semé la peur dans l'esprit des populations du département de l'Océan. D'autres détails dans cette correspondance de Saint-Luc Tchaga. Ce gang composé de 4 hommes dont l'âge aussi entre 26 et 39 ans opérait sans vergogne à Kribi. Au registre de leur forfait, cambriolage, braquage, intimidation et viol. À ce jour, les victimes nombreuses déplorent entre autres 3 véhicules emportés, dont une de marque Ford et 2 Avansis, des numéraires de près de 5 millions, des téléphones portables et des ordinateurs, et même, plus grave, un cas de viol sur mineur de 10 ans. La plupart de leurs victimes se recrutaient dans les quartiers retirés du centre-ville de Kribi, mais aussi parmi les expatriés et même les opérateurs économiques de la place. Le prénommé Collins était chargé de les accueillir, de les héberger et de les orienter vers des victimes bien choisies, en l'occurrence des victimes nantis mais habitant des zones retirées. Avec l'arrestation de ces ténors du redoutable gang, les habitants de Kribi retrouvent enfin le sommeil tranquille. À nos forces de sécurité, un seul mot, continuer. Le nouveau-né a besoin de lait maternel pour sa croissance et pour sa santé. Au Cameroun, seulement 40% de femmes nourrissent leur bébé au sein. Et à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui démarre ce 1er août, l'OMS plaide pour un taux à la hausse. Des efforts s'imposent donc pour briser la chaîne d'obstacles à l'allaitement maternel. Daniel Munanga. Jacqueline fait ses premiers pas dans l'aventure de la maternité. 1 mois d'expérience et déjà la petite histoire des jeunes mamans à la bouche. Dans le début, ça n'a pas été très facile parce qu'il n'y avait pas de lait. Lorsque j'ai eu la montée de lait, déjà il avait du mal à attraper le bout. Et puis en tant que jeune femme, nous avons aussi nos appréhensions. Genre, la poitrine va tomber. Ceci est totalement faux. Au contraire, ce sont les femmes qui allaitent leurs enfants, qui ont des seins beaucoup plus fermes et beaucoup plus longtemps. De récentes statistiques révèlent que près de 40% de femmes au Cameroun nourrissent leurs bébés exclusivement au lait maternel. Encore loin des objectifs de l'OMS. L'allaitement maternel a hélas encore de nombreux freins. Par exemple, le mythe du lait gâté, la violation du code de commercialisation des substituts de lait maternel par les gros laboratoires. Tous ces obstacles sont donc responsables d'une mauvaise alimentation de nos enfants, ce qui va entraîner de nombreuses maladies telles que la diarrhée et la pneumonie. Et ces enfants qui ne sont pas allaités peuvent donc en mourir. Le suivi dans la sensibilisation, le soutien du partenaire sont clés pour perpétuer ce geste, si beau, si pur, si vital, mais qu'on n'apprécie plus que sur les images. Retour sur la célébration par la communauté musulmane de l'Aïd el-Kébir avec ce témoignage de reconnaissance de El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou au couple présidentiel ainsi qu'aux populations de Ngaoundéré. Le patriarche délivrait à l'occasion de la fête du sacrifice un message capté par Rigobert Timiso de CRTV Adamawa. À l'occasion de l'Aïd el-Kébir, El Hadj Mohamedou Ousmanou Abo, en souhaitant une excellente fête dans la joie, la piété, la solidarité et la paix à toute la communauté musulmane de Ngaoundéré, en a profité aussi pour témoigner sa reconnaissance à Allah qui lui a donné l'occasion de fêter encore la Tabaski édition 2020. Que Dieu Tout-Puissant a créé nos sacrifices qui descendent de sa miséricorde sur nos familles, nos gouvernants. Le patriarche de l'Adamawa a également souhaité une bonne fête au couple présidentiel et a élevé une intention de prière pour que le Très-Haut lui accorde encore de longs jours sur terre. Inch'Allah, puisse le Dieu de paix nous accorder santé, longévité et prospérité pour que nous vivions encore l'édition de 2021. En Konsamba, dans la région du littoral, les fidèles musulmans ont imploré Allah Tout-Puissant pour la fin du coronavirus, la relance de la croissance économique nationale, la paix et la stabilité du Cameroun. Retour sur cette célébration avec Joseph Itoté de CRTV Littoral.
Inspiré par le contexte, l'imam Ousmanou Liman de la mosquée centrale de Nkonsamba a structuré son sermon autour de deux thèmes, la paix et la lutte contre le coronavirus, qui a certes bousculé l'organisation de la fête de la Tabaski sans pour autant musulmane. Dans mon sermon, j'ai sensibilisé les fidèles de prendre acte de mesures que notre gouvernement va instaurer, de respecter, c'est pour notre sécurité et notre santé. J'ai un peu aussi attiré l'attention des fidèles. Il faut que nous restons unis, comme Dieu a dit, il faut se cramponner dans le câble de Dieu, c'est-à-dire de rester en paix. En réalité, va-t-il renchérir? La fête du mouton permet de commémorer la soumission d'Ibrahim à Allah. En choisissant l'amour de Dieu, les fidèles musulmans choisissent la paix. Par souci des mesures restrictives, la grande prière de la Tabaski en Nkonsamba a eu lieu à la mosquée de Bari Soumtoum et non au mont de la Piété, comme de tradition. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Un nouvel ouvrage sur l'œuvre humanitaire de la première dame camerounaise, intitulé « Le cœur de Madame Chantal Biya, incarnation ou réincarnation du Sacré-Cœur de Jésus ». L'ouvrage du pasteur Ernest Ebanda de l'Union des Églises baptistes du Cameroun a été présenté hier. Une dédicace suivie par Joseph Clément Omba. Troquant sa toge ecclésiastique pour enfiler le costume d'écrivain, le pasteur Ebanda propose une lecture originale de l'œuvre humanitaire de la première dame camerounaise, scrutée sous le prisme biblique comme l'œuvre d'une chrétienne s'offrant en sacrifice pour le bonheur des démunis. Toutes les œuvres observées de Madame Chantal Biya découlent d'un sentiment de compassion, d'amour pour l'humanité tout entière. Les 4 chapitres aboutissent à une conclusion. Le corps de Madame Chantal Biya est celui d'une dame que Dieu a fait don à son peuple, le Cameroun, en incarnant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La dévotion, son déploiement caritatif à travers les institutions qu'elle a créées, valide cette thèse. De l'avis de l'auteur, le salut et la guérison sont arrivés dans la maison des orphelins, des malades et des pauvres grâce à Madame Chantal Biya. Elle suit donc le chemin de Jésus. Les qualificatifs comme Dame de cœur, Mère Teresa d'Afrique ou Mère de la Nation sied parfaitement à son sacerdoce. L'engagement humanitaire de Madame Chantal Biya est ainsi revêtu de l'onction divine de l'exemplarité. En cela, elle est un modèle à suivre. Ouvrons ce samedi le livre de la semaine. Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent. C'est le titre de l'ouvrage que vient de produire le journaliste d'investigation Benjamin Yakana. Le livre propose des clichés du théâtre des opérations de Boko Haram dans l'extrême nord et célèbre les fidèles des différentes religions qui participent au combat. La note de lecture de Ibrahim Mohamed Abbassi. 100 pages pour présenter les réalités du terrain des opérations des actes terroristes Boko Haram dans l'extrême nord. Les victimes collatérales nous parlent est un récit qui souligne les conditions de vie difficiles des populations de Kolofata, Amchide, Limani et autres localités de la région, victimes des atrocités des ennemis de la paix. Ce qui se passe là-bas est désastreux. La secte terroriste fait beaucoup de mal au Cameroun. Élaboré sur 5 chapitres, l'ouvrage fait la différence entre les activités de la nébuleuse Boko Haram et l'islam, religion de paix et de tolérance. Ils sèment la confusion autour de la religion. On attaque la mosquée, on attaque l'église. Du coup, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Ce livre du journaliste d'investigation rend hommage aux victimes collatérales de cette guerre asymétrique. Il propose aussi des solutions pour un encadrement optimal des fidèles qui ont gardé leur foi inébranlable malgré la menace. On peut aussi faire des efforts de guerre pour des civils qui souvent ont fui les zones de guerre pour se retrouver dans des zones un peu plus sécurisées et qui vivent dans la misère. Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent est le tout premier ouvrage de l'auteur publié cette année aux éditions Le Pepo.
Comme tous les soirs, nous marquons un arrêt pour parler de la riposte nationale contre le Covid-19. La région de l'Est est classée 4e foyer de la pandémie. Les autorités sanitaires de Bertois s'emploient à redresser cette situation par des tests massifs et la prise en charge. D'autres détails de la situation épidémiologique à l'Est, c'est avec Évariste Yenga, notre reporter, que nous retrouvons au centre des opérations d'urgence en compagnie de son invité qu'il reçoit en visioconférence. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir? Bonsoir à Tabadine Omar, c'est bien samedi réservé aux régions Cap ce soir dans la région du Soleil Levant où nous sommes en liaison avec le responsable du ministère de la Santé publique pour cette région, le docteur Anissé Désiré Mintop, qui va nous permettre de prendre le pouls de l'évolution de la pandémie dans la région du Soleil Levant. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste Yenga. Quelle est à ce jour la situation épidémiologique dans la région dont vous avez charge? Ok, merci de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir vous présenter la situation dans la région du Soleil Levant, comme vous l'avez si bien dit. À ce jour, il faut dire que nous sommes à J114 de l'activation de notre SGI et nous avons à ce jour enregistré, nous avons effectué 7753 tests pour un cumulé de 1003 cas positifs et 716 guéris. 12 districts sur les 14 sont en épidémie et il faut préciser que de ces 12 districts, on a 2 qui ne sont pas encore touchés, il s'agit de Kété et de Molundu. Voilà, on a une bonne idée de l'évolution de la pandémie dans votre région. Mais dites, l'Est, c'est quand même un peu plus de 290 cas actifs, donc des personnes susceptibles de transmettre la maladie. Qu'est-ce qui est fait pour éviter de nouvelles contaminations et est-ce que les populations adhèrent? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que pour éviter la contamination, à ce jour, nous avons intensifié sur la sensibilisation et sur le dépistage de masse. Il est question pour nous d'aller dans les plus profonds, vers les populations les plus défavorisées, vers les lieux publics, dans les marchés, pour faire des dépistages afin de capter les cas positifs et de les traiter. À côté de cela également, nous avons, avec l'appui des autorités, de vastes campagnes de sensibilisation pour amener les uns et les autres à respecter strictement les mesures barrières telles qu'édictées par le gouvernement. Et nous pensons qu'avec l'appui logistique et l'appui qui a été apporté par M. le ministre, cette activité est en train de prendre corps et la région de l'Est pourra limiter la transmission. Docteur Mintop, Anissé Désiré, merci, monsieur le délégué, d'avoir disposé de votre temps à mener cet entretien qui vient de s'achever à Tabadine Omar. C'était le délégué régional du ministère de la Santé publique pour la région de l'Est. La semaine prochaine, samedi prochain, voudrais-je dire, on mettra le cap dans la région du Sud, à Boulevard. À vous le plateau. Merci Évariste. Merci également à votre invité pour sa disponibilité. Une thèse de doctorat défendue avec brio à l'université de Yaoundé 2 par un non-voyant, Achille Moudan est désormais titulaire d'un PhD. Sa thèse intitulée « Protection du consommateur sur le terrain de la publicité » était soutenue devant un jury d'éminents universitaires. Franck Evina raconte. Soutenance de thèse exceptionnelle. Pour la toute première fois, l'université de Yaoundé 2 livre un titulaire de doctorat PhD non-voyant. Achille Moudan, frappé d'une incapacité visuelle élevée à 100%, défend devant le jury, présidé par le professeur Roger Mouvungu, son mémoire articulé autour de la protection du consommateur sur le terrain de la publicité. La protection du consommateur sur le terrain de la publicité ne consiste pas à le consommateur contre la publicité, non, mais plutôt de protéger contre les effets pervers de la publicité. Le professeur Adolphe Minkwaché, son directeur de thèse, par ailleurs recteur de l'université de Yaoundé 2, va saluer la consécration d'un étudiant qui a su dominer son handicap. J'ai rarement rencontré autant de courage, autant d'engagement, autant d'optimisme dans la même personne, alors même qu'il y a un certain nombre de circonstances qui sont telles que la personne
auraient pu se décourager. Mention très honorable au terme des échanges, le désormais docteur en droit privé Achille Moudang peut souffler après moult difficultés liées à son handicap. Les affaires sociales représentées dans la salle auront la preuve à travers le docteur Achille Moudang que l'université de Yaoundé 2 est un espace scientifique inclusif. Les félicitations du 20h30 au docteur Moudang. La création d'un organe spécifique chargé des questions de la diaspora ou encore la révision de la loi de 68 portant code de la nationalité camerounaise, ce sont là des sujets au centre de la première série de consultations entre le réseau des parlementaires pour la diaspora et des leaders d'opinion. Débat conduit par le président du dit réseau, Henri-Louis Ngancha. Pulchéri Até nous en dit plus. Série de consultations conduite par le président du réseau des parlementaires pour la diaspora, l'honorable Henri-Louis Ngancha, a suscité l'adhésion de nombreux leaders de partis politiques et d'opinion. Cette initiative du réseau des parlementaires pour la diaspora est la bienvenue pour une information fiable et sincère pour la diaspora. Que la diaspora puisse ressentir, n'est-ce pas, qu'elle est aujourd'hui considérée et impliquée. Les Camerounais vivant à l'étranger ont également pris une part active à ces consultations. Les différents avis recueillis serviront de base à la construction d'une meilleure offre visant à résoudre le problème de la diaspora camerounaise. Il y a des sujets phares tels que l'octroi de la double nationalité, la création d'un organe qui puisse encadrer notre diaspora. Cette série de consultations va se poursuivre avec les chefs traditionnels et la société civile. Sauver l'économie de l'arrière-pays du Covid-19 par la sensibilisation, c'est l'exercice auquel les députés de la nation issus du Nyon et Founou se sont livrés. Au cours de leur compte-rendu parlementaire et sous fond de remise de dons, les élus ont égrené les effets de cette crise sanitaire sur notre économie. Lucrèce Mbenga. D'Akonolinga à Mengan, en passant par Ayose Ndom, les députés de la nation issus du Nyon et Foumou ont porté partout le même message. Nous comprenons que le pays est vraiment en difficulté à cause de ce Covid-19. Ces populations le ressentent dans leurs activités génératrices de revenus, comme ici à Ayose. On nous a repoussés dans les maisons, même partir au champ, les femmes ne partaient plus, parce qu'on ne savait pas là où le coronavirus allait nous arrêter. Aussi, outre les masques, les députés de la nation ont pensé à donner du poisson à ces populations. Nous sommes là pour rappeler à nos populations la nécessité de porter les masques, la nécessité de se laver les mains, la nécessité de la distanciation sociale. Oui, respecter les gestes barrières pour maintenir le Covid-19 hors du Nyon et Foumou. Et dans la suite de la disparition hier de Stephen Tato, l'ancien capitaine des Lions indomptables, nous revisitons ce soir son riche parcours de footballeur. Le géant de 57 ans a tout gagné au plan local et international avec à la clé une CAN et une performance de quart de finaliste à la Coupe du Monde. Évocation avec Germain Oualissingue. Cette poignée de main vigoureuse avec Diego Maradona, le 8 juin 90 à Milan, donne tout son sens à la solidité de l'homme. Le bel athlète d'1,82 m fait toutes ses classes au championnat local. Kamak de Bamenda, Tonnerre de Yaoundé et Olympique d'Involier ont vu évoluer un arrière droit efficace et appliqué. C'est en 1985 que le défenseur intègre la sélection nationale pour en devenir plus tard un meuble. La CAN 88 au Maroc révèle aux yeux du monde un défenseur au tacle puissant et long pour ressortir le ballon. Sa véritable marque de fabrique. 2 ans plus tard, le champion d'Afrique conduit les troupes camerounaises au mondial italien en 1990 où il confirme son talent et sa discipline de jeu. C'est un grand joueur, très courageux, toujours un bon motivateur. Il est parti sans qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passait. Mais sur le plan du jeu, c'était un grand personnage. Il entrait dans l'histoire du football camerounais, 2 fois capitaine en phase finale de Coupe du Monde. Il n'y a que lui qui l'a réalisé. Sa reconduction comme capitaine à la World Cup USA 94 est la preuve de sa loyauté, son fighting spirit, sa bonne gestion d'un groupe. Le défenseur emblématique, aux 63 sélections avec 3 buts, tire sa révérence dans la discrétion, qualité qu'il a toujours distinguée dans sa riche carrière.
Des télégrammes officiels du président de la République du Cameroun, Paul Biya, écrit respectivement à leurs excellences Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération suisse au Palais fédéral de Berne, et à Patrice Talon, président de la République du Bénin à Porto Novo. Le président Biya leur adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration des fêtes nationales de leur pays respectifs ce 1er août 2020. Voilà qui met un terme à ce journal préparé avec la collaboration de Elvire Ninangalim et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.